Bonjour, bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans Le Monde en 7 ce samedi. Nous allons faire le tour d'horizon de quelques sujets marquants de l'actualité de la semaine et au cours de cette semaine, nous allons nous intéresser à l'actualité en République démocratique du Congo. L'Angola pousse la RDC à un dialogue avec le M23. Nous parlerons aussi de cette tournée du président ghanéen John Dramani Mahama au niveau des pays de l'AES. Quels sont les enjeux de cette tournée? Et puis on verra en deuxième partie, le Togo également, qui fait les yeux doux à l'AES. Le ministre des Affaires étrangères a rappelé que le Togo voulait rejoindre l'AES. Et on va parler de l'éducation au Togo, évoquer l'exclusion de 43 élèves garçons pour avoir ancienneté, dit-on, des filles. On verra si c'est la meilleure solution. Et pour évoquer ce sujet avec moi sur le plateau, deux invités, Samson Maoulolo Arnija, qui est écrivain et journaliste. Bonsoir Samson. Bonsoir Samson, bonsoir Samuel, bonsoir à mon co-débatteur, bonsoir à tous ceux qui nous regardent actuellement et merci pour l'invitation. Et merci à vous d'avoir accepté l'invitation de cette émission. Merci. Face à vous, Zana Sadio Hichou, analyste politique. Bonsoir Zana. Bonsoir Samuel et bonsoir à toutes celles et ceux qui, dans la rue, continuent les débats avec nous. Je dois leur faire un coucou spécial. Merci à vous aussi d'avoir accepté l'invitation de cette émission. C'est moi. On va prendre tout de suite la direction de la République démocratique du Congo pour le premier sujet de cette émission. Après avoir rejeté les négociations avec le mouvement du M23, Kinshasa semble opérer un revirement. Une annonce surprise de l'Angola rebat les cartes diplomatiques. Le gouvernement congolais sur le point donc de négocier directement avec les rebelles du M23. L'hypothèse avait été longtemps exclue par le président Félix Tshisekedi. Eh bien, ce n'est plus une option inenvisageable puisque mardi, la présidence congolaise a annoncé à la surprise générale l'organisation imminente de pourparlers entre la RDC et le M23, un revirement qui interroge comment Kinshasa en est arrivé à ce niveau. Samson, je sais que vous suivez l'actualité, vous savez comment le président RD congolais Félix Tshisekedi avait affiché des positions tranchées. Il était complètement exclu de discuter avec le M23. Aujourd'hui, il y a un revirement à 180 degrés. Qu'est-ce qui se serait passé entre-temps? Oui, comme vous l'avez dit, cela fait bientôt 1 an que le président Félix Tshisekedi dit à tambour battant qu'il ne compte pas négocier avec le M23 parce que derrière le M23, il n'y a que le Rwanda et que le véritable protagoniste, c'est le Rwanda. Et l'Angola, justement, a essayé à plusieurs reprises, de par le passé, de mettre en contact le président Paul Kagame et le président Tshisekedi sans grand résultat, en fin de compte. Mais maintenant, il faut voir, nous avons toujours dit sur ce plateau qu'il faudrait que Félix Tshisekedi ravale sa fierté et aille négocier directement avec le M23, même si le M23 est piloté derrière par le Rwanda, ce qui est fait avéré. Il n'en demeure pas moins que c'est ce groupe-là qui officiellement ou officieusement est actif sur le territoire congolais et contrôle les villes de Goma et de Bukavu actuellement. Donc ce revirement, je pense qu'on peut l'analyser sur plusieurs angles. Il y a premièrement le fait que Félix Tshisekedi a compris que militairement parlant, il ne faisait pas le poids. Dans toutes les villes que le M23 a pris, il faut noter qu'il n'y a pas eu de combat réel avec les forces militaires congolaises. Il y a juste une débandade, les forces militaires, les forces armées congolaises ont fui. On parle même parfois de pillage, comme ils passent ces mêmes forces-là avant de prendre la fuite. Ce qui est tout à fait dommage. Il y a aussi le fait qu'à côté, la SADC vient d'annoncer la fin de sa mission militaire spéciale dans la zone. Donc même le soutien sur lequel Félix Tshisekedi pouvait encore compter pour renverser la vapeur n'est plus de mise. Maintenant, je pense aussi que Félix Tshisekedi a accepté cette négociation parce qu'il a maintenant une arme de négociation, une arme de pression. On se souvient qu'il y a une semaine, il a annoncé, il a mis à tête, il a mis la tête de plusieurs gros personnages du M23 à prix. La plupart des chefs du M23, on a promis 4 millions de dollars pour certains, 5 millions de dollars pour d'autres. Et actuellement, ce qui se passe intéressant, c'est que Félix Tshisekedi est en discussion officieuse avec les Américains pour donner les ressources minières de la RD Congo en garantie et d'obtenir une assistance sécuritaire des États-Unis d'Amérique. Si cette assistance sécuritaire est conclue, les États-Unis ne vont plus soutenir le Rwanda pour attaquer
le Congo. Ils auront directement les ressources minières qu'ils veulent, au prix qu'ils veulent, et en retour, ils vont juste fournir l'armement et des conseillers militaires pour protéger la zone. Donc, Félix Tshisekedi peut dire maintenant, au M23, vous voyez, la situation a un peu changé. Soit on trouve un train d'entente ici, ou soit je vends tout aux Américains comme ils le proposent, et vous aurez affaire à eux. Donc, je pense que quand on analyse tous ces trois facteurs combinés, Tshisekedi a tout intérêt actuellement à négocier. Sana Sergio Hichou, vous pensez que l'Angola a mis Félix Tshisekedi devant le fait accompli en lui montrant un peu la situation, l'évolution de la situation sur le terrain? Il dit, Monsieur le Président, vous devez négocier. Non, je pense que ces organisations ont toujours exhorté le président congolais à aller vers les négociations. Mais je pense qu'à un moment donné, M. Tshisekedi, il a dû compter sur une intervention ou bien plus de soutien militaire de la part de l'Afrique du Sud. Et on se rappelle, n'est-ce pas, le 18 janvier dernier, ces propos vraiment tranchés, comme vous le disiez à l'entame de l'émission, où il disait que le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Et il en rajoute en disant, n'est-ce pas, que soyez sûr d'une chose, la République démocratique du Congo ne se laissera jamais ni humilier, ni écraser. Et donc, lorsqu'on tient de ces propos d'une extrême gravité, en annonçant une déclaration de guerre, etc., et que sur le terrain, on remarque en réalité que les forces congolaises ne combattent pas, soit ils fuient, ils laissent, comment dit-on, leurs armements, et devant, en face du M23 AFC, il n'y a presque rien, il n'y a pas d'opposition. Et le M23 ne combat pas en réalité, parce qu'on a l'impression que l'armée congolaise est inexistante. C'est ce qu'il faut dire, et c'est ce qu'il faut dire en réalité. Ensuite, vous avez la sortie de l'ancien président Joseph Tshisekedi, depuis Joseph Kabila, qui dans une tribune a dit, n'est-ce pas, que l'option militaire n'est pas la solution au Moka. C'est un conflit qui a des racines politiques, qui a des origines, qui se base sur des frustrations, sur un certain nombre de sujets. Et là, on voyait réellement qu'il y avait beaucoup de choses à reprocher, n'est-ce pas, à la gouvernance de M. Tshisekedi. Donc, je pense que le contexte est déjà planté. Le M23 fait des avancées sur le terrain. Et l'option militaire est aujourd'hui, comment dit-on, ce n'est pas la meilleure des options, car ce conflit risque d'embraser toute la région. Vous avez le Burundi, vous avez des pays comme, comment on appelle, l'Ouganda, le Rwanda, qui sont, on pourrait dire, partie prenante. Il faut dire qu'il y a au moins 252 groupes armés locaux en RDC, 14 groupes étrangers, groupes armés étrangers en RDC. Donc ça veut dire que si jamais il y a un conflit ouvert où l'option militaire est privilégiée, c'est toute la région qui va s'embraser. Et donc, c'est une bonne chose que le président en exercice de l'Union africaine, qui se trouve être le président angolais, ait pris cette initiative. Et bien sûr, on dira que M. Tshisekedi, il a un peu perdu de sa superbe. Peut-être que c'est maintenant qu'il a les pieds sur terre. Mais moi, je ne pense surtout pas que le fait de négocier, comment on appelle, une intervention militaire américaine en contrepartie de ressources minières serait la meilleure des options. S'il y a cette option, pourquoi ne pas en parler directement avec le M23? Et je pense qu'une solution directe, et le M23 a toujours, n'est-ce pas, exigé des dialogues sans intermédiaire avec le président Tshisekedi pour trouver une issue politique, ce qu'il a toujours refusé. Aujourd'hui, on se réjouit que une porte de sortie est entrouverte aujourd'hui. Il leur revient à tous de saisir cette opportunité pour aplanir les divergences, pour essayer, n'est-ce pas, de trouver un accord de paix durable pour la stabilité politique et de la RDC et de la sous-région, comme on appelle, de l'Afrique centrale. Mais on peut aussi toujours s'interroger pour savoir sur quoi avait-il toujours compté jusque-là pour poser une ligne rouge aux discussions directes avec le M23. On ne peut pas dire que c'est juste parce qu'il comptait sur une victoire militaire.
Oh, ça, il faudrait jouer un rôle de devin. Je pense qu'il comptait sur plus d'interventions, comme l'a dit tout à l'heure Sana, de la part des autres pays de la région. Il comptait aussi sur des sanctions économiques plus fortes de la communauté internationale envers le Rwanda, qui soutient le M23, vous savez, et un embargo sur les armes contre le Rwanda aurait mis fin à la guerre depuis longtemps. Paradoxalement, c'est plutôt le Congo qui est sous embargo au niveau de beaucoup d'armements depuis l'époque du président Mobutu, et beaucoup d'embargos n'ont pas été levés jusqu'à aujourd'hui. Donc ce paradoxe-là, il comptait sûrement sur une mobilisation de la communauté internationale qui aurait renversé la vague, qui aurait renversé les choses en sa faveur. Maintenant, il se rend compte que c'est tout à fait le contraire. Mais cela ne veut pas dire qu'il compte. Je ne pense pas que Tshisekedi irait négocier pour capituler. Je ne pense pas que Tshisekedi irait négocier pour dire oui, on a fait tout ce que vous voulez, et puis c'est bien, on est d'accord, et puis tout va bien. Je pense qu'il a aussi actuellement... Mais est-ce qu'il n'y va pas affaibli? Il y va affaibli, mais je pense qu'actuellement, il a des cartes à jouer. Il a des cartes à jouer. Lorsqu'on voit comment M. Trump, le président Trump, renverse les alliances au gré des business accords, il a l'espoir en se disant que s'il menace ou bien s'il pose sur la table cette condition-là, le M23 a tout intérêt à revoir ses plans. Parce que cela ne générerait pas du tout Trump de laisser le Rwanda demain, complètement le Rwanda demain, s'il trouve un accord économiquement plus favorable aux entreprises américaines au niveau de ces ressources minières-là, et qu'il peut les porter directement avec le Congo. C'est ce qu'il a proposé directement à l'Ukraine. Si vous voulez toujours qu'on soit vos partenaires sécuritaires, vous devez nous vendre tout ce que vous avez sous vos terres. Et on parle justement des mêmes minéraux, on parle justement des mêmes cobaltes, des mêmes terres rares qui sont actuellement au niveau de la des Congo. Donc, lorsqu'on connaît la façon dont Trump peut se détacher facilement des alliances qui datent depuis des années, c'est ce qu'il dit. On parle quand même de discussions officieuses. On ne sait pas jusqu'à quel point les discussions entre l'État congolais et l'État américain sont actuellement. Donc, si les discussions sont assez avancées et qu'il est probable ou qu'il est très fort, qu'il est possible que dans les mois à venir, les Américains puissent sécuriser les parties, ces régions où il y a les ressources minières, Tshisekedi pourra dire, vous savez, soit on trouve un accord ici et maintenant, et on est tous contents, soit vous continuez pas à faire la guerre. Moi, je suis sur cet accord-là, et vous faites face à notre nouvel partenaire. Alors, on tend forcément donc vers des discussions directes entre le pouvoir RD congolais et le M23. Mais de quoi va-t-on discuter? Justement, cela fait partie d'une des revendications du M23 qui a souhaité que M. Tshisekedi, le président congolais, puisse de manière publique et sans ambiguïté confirmer la tenue de ces discussions-là et que le contenu des discussions soit vraiment clarifié. Et le M23 dit qu'ils ont appris, c'est via les réseaux sociaux, notamment le Meta, qu'ils ont appris la nouvelle de prochaine pour parler avec le pouvoir congolais et qui souhaiterait plus de clarté. Donc jusqu'ici, les termes de cette rencontre ne sont pas connus. Peut-être que l'Angola, les autorités angolaises sont en train de travailler sur le dossier, mais je pense que les prochains jours pourront nous permettre de clarifier ces deux points. Mais est-ce que ça ne veut pas dire aussi que des contacts existent entre le M23 et les pays voisins? Non, tout à fait. Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. La preuve, lorsque des anciens génocidaires ont été attrapés par le M23, ils ont été tout de suite livrés au Rwanda. Et le Rwanda ne nie vraiment plus sa présence sur le sol congolais. Mais aujourd'hui, il se cantonne à dire qu'ils sont dans une position de légitime défense pour se protéger contre d'éventuelles attaques des miliciens Hutus qui seraient soutenus, n'est-ce pas, par le pouvoir congolais. Qu'est-ce qu'on va discuter entre M23 et pouvoir RD congolais? Je pense que le gouvernement de Tshisekedi va poser comme condition un cessez-le-feu d'abord, que le M23 se retire militairement des villes qu'elle a prises et éventuellement que le M23 devienne soit un mouvement politique et baisse les armes pour peut-être mobiliser les troupes et les faire rentrer dans l'armée congolaise. Ça, c'est le schéma classique. Je pense que le M23, en retour, demandera des garanties, demandera peut-être un gouvernement d'union nationale où il y aura tel quel portefeuille qui appartient au M23. Et
Je ne sais pas comment réagira le gouvernement de Tshisekedi par rapport à cela, parce que Tshisekedi continue par dire jusqu'aujourd'hui que c'est le Rwanda qui est derrière le M23, et c'est chose que le Rwanda ne nie pas. Il sera aussi question de parler justement de la minorité Tutsi qui se trouve dans l'est du Congo, les Banyamulenge, qui sont considérés comme des Rwandais par une bonne partie de la population congolaise, mais qui, eux, considèrent qu'ils sont là-bas depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles, et qui sont tout aussi Rwandais et Congolais que les gens qui parlent le Lingala ou ceux qui parlent le Kikongo ailleurs. Donc c'est tous ces débats-là qui seront ces éléments qui vont meubler la discussion. Je ne sais pas si Tshisekedi acceptera les demandes du M23, et je ne vois pas aussi le M23 actuellement accepter un désarmement complet et une réintégration dans l'armée congolaise. Donc ces discussions vont débuter sûrement le 18 mars prochain, selon ce qui a été annoncé, mais elles vont sûrement prendre beaucoup de temps. Et il faudrait surtout que l'armée congolaise ou que Tshisekedi et son gouvernement restent assez alertes. Parce qu'on a vu le M23 décider de cesser le feu unilatéral il y a quelques semaines pour avancer après prendre Bukavu. Donc il ne faudrait pas que le cessez-le-feu soit discuté, soit accepté à Luanda, et que sur le terrain, le M23 continue par avancer, soutenu par le Rwanda et par les forces étrangères qu'on connaît. Maintenant, comme je l'ai dit dans mes développements précédents, sûrement que Tshisekedi a une carte secrète pour accepter d'aller aux négociations maintenant. Je ne le vois pas, après s'être présenté en chef de guerre inflexible, aller négocier la capitulation. Il a sûrement des armes secrètes, des boîtes secrètes qu'il va sûrement dégainer. On va voir ce que ça va donner. Le M23, lui, il avait toujours demandé des discussions. Vous savez quels sont ces cahiers de revendications? Non, en fait, des revendications du M23, je n'en ai pas en mémoire. Mais lorsque vous lisez la tribune récemment publiée par Joseph Kabila, vous êtes tenté ou bien vous savez qu'en réalité, qu'il y a des frustrations politiques. Et vous voyez aussi quelques accointances entre Kabila et le M23, comme Tshisekedi l'a laissé entendre. Tout à fait, puisque Corneille Nangaa, c'est l'homme de M. Joseph Kabila. Et donc aujourd'hui, vous remarquerez d'ailleurs que presque toute l'opposition, les leaders, je veux dire, de l'opposition congolaise, restent en réalité silencieux sur cette affaire du M23. Et pas de sortie officielle sur le sujet. Et récemment, lorsque le président Tshisekedi a fait porte ouverte, il a laissé comprendre qu'il était possible de former un gouvernement d'union, d'intégrer des opposants politiques à ce gouvernement. Aucun des ténors de l'opposition n'a réagi favorablement. Et donc, on pourrait comprendre qu'en réalité, il y a beaucoup de non-dits dans cette situation. Je dirais, je suis tenté d'avancer, et par spéculation bien sûr, de dire que il me semble que l'opposition congolaise soutiendrait ou bien épouserait comment on appelle, les actions menées par le M23. Et je pense que, personnellement, que ces pourparlers qui sont annoncés sont la bienvenue, parce que moi je crains que le M23 n'aille jusqu'à déloger Tshisekedi de son fauteuil. Parce que l'armée congolaise, comme nous l'avons dit tantôt, ne combat pas. Et ils ne font que laisser le terrain vide. Et je pense que si rien n'est fait, si jamais ces pourparlers échouent, bien sûr que on peut assister au pire. Mais déjà, il y a le porte-parole de M. Tshisekedi qui essaie de définir que oui, il faut aller discuter, mais dans le cadre du processus de Luanda et dans le cadre de la résolution 2773 de l'ONU qui demande un cessez-le-feu et la suppression de tout, n'est-ce pas, les groupes armés de l'Est de la RDC. Ce que je ne pense pas que le M23 ne va pas accepter. Parce qu'aujourd'hui, ils ont les cartes en main, hein. Ils détiennent, ils contrôlent les villes, ils contrôlent une région assez riche. Et aujourd'hui, moi, je pense sincèrement que si jamais Tshisekedi il offre des minerais aux États-Unis, comme cela a été annoncé, qu'est-ce que le M23 est prêt à concéder à d'autres puissances, comme la Chine, comme peut-être la Russie et autres?
alors on ira toujours à l'internalisation du conflit. Est-ce que, voyant aujourd'hui Félix Tshisekedi être contraint de dialoguer, le M23 ne va-t-il pas de son côté renchérir ses revendications? Pour l'instant, les revendications du M23, comme l'a dit mon co-débatteur, ne sont pas vraiment claires. Tantôt, on parle de protéger la minorité Tutsi, alors que Corneille Nangaa n'est pas un Banyamulenge. Tantôt, on parle de faire obstacle au groupe rebelle qui menace le Rwanda. Tantôt, on parle de dégager du pouvoir. Bref, ce n'est pas assez clair. Ce n'est pas assez clair pour le moment. Et je pense même qu'ils iront maintenant chercher à Kigali leur agenda de négociation pour aller défendre, pour aller les présenter à Luanda. Renchérir, tout dépend des conditions dans lesquelles vont se dérouler les négociations. Le M23, comme je l'ai dit, peut tout au plus demander une intégration dans le gouvernement congolais à Kinshasa et une intégration de ces troupes armées dans l'armée congolaise avec peut-être des avantages spéciaux et des demandes assez particulières. Je ne sais pas, parce qu'il faut se dire aussi que accepter cela aussi pour Tshisekedi serait peut-être trouver une solution transitoire. Parce que ce dont se plaint aussi une partie de la population de la RDC, c'est qu'il y a toujours dans l'appareil d'État beaucoup de personnes qui ont une affiliation de loin ou de près avec le Rwanda. Oui. Donc accepter aussi cela pour Tshisekedi, ça serait un peu compliqué. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les négociations là pourront durer très longtemps. Et moi ce que j'aimerais, c'est que les autres groupes rebelles, les autres groupes armés qui sont dans la région, parce qu'il n'y a pas que le M23, il y a plusieurs, on parle parfois de dizaines, parfois de centaines de groupes armés. Puissent aussi être 252. Exactement. Merci pour la précision. Puissent aussi être invités aux négociations. Parce que ça ne servira à rien, par exemple, qu'il y ait un accord de cessez-le-feu ou un accord de paix, mais que sur le terrain, par exemple, par représailles, certaines milices qui étaient proches du Tshisekedi aillent maintenant attaquer les positions du M23, ce qui va faire remarcher le cycle de violence. Donc, le M23 et l'État congolais sont les principaux protagonistes dans cette crise-là, mais il faudrait aussi que les autres groupes armés qui ne sont pas aussi négligeables qu'on le pense, puissent aussi être invités à cette négociation pour qu'on puisse trouver une paix finale à un conflit qui a fait plusieurs dizaines de millions de morts depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette partie de l'Afrique est en guerre depuis plus de 50 ans actuellement. Il faudrait quand même que ça cesse, et il faudrait aussi que le Congo aussi sont maintenant à se réorganiser de façon interne pour que l'État soit présent partout. Parce que si l'État congolais était présent partout, je ne pense pas que le M23 aurait pu profiter de ce vide administratif et politique pour pouvoir avancer comme il l'a fait. On a vu dans les villes de Bukaro et de Goma, certaines personnes applaudir le M23. Cela en dit long. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on se dirige plutôt vers, j'ai envie de dire, des discussions politiques, c'est-à-dire le M23, le pouvoir et toute la classe politique, ou simplement un dialogue pouvoir M23? Non, en fait, je pense qu'il s'agit, comme c'est annoncé, il s'agit d'échanges directs entre ces deux groupes-là, entre plutôt le M23 et le gouvernement congolais, les autorités congolaises. Mais moi, là où je suis un peu pessimiste, même s'il y a accord trouvé, comment faire respecter cet accord? Quelle est la force qui va pouvoir réellement s'interposer lorsqu'il y aura des débordements, bien des tentatives de débordement de part et d'autre, qui pour contrôler tous ces groupes armés qui, n'est-ce pas, fleurissent dans ce pays? C'est toute là mon inquiétude. Et lorsque vous disiez tantôt, lorsqu'on parlait tantôt de revendications, je pense à un moment donné que le président congolais Tshisekedi, il a été un peu pressé de suspendre les paiements qui étaient versés au Rwanda à titre de l'effort de guerre. Il a suspendu unilatéralement, sans discussion. Je pense que cela pourrait être l'une des revendications. La manière dont, puisque récemment il y a une sortie, je ne sais pas si c'est l'ancien président de la CENI, bien en tout cas une autorité congolaise sur un média étranger a dit qu'il y avait eu effectivement un accord entre Kabila et quand il était au pouvoir. C'est Corneille Nangaa qui le disait. Voilà, Corneille Nangaa entre, n'est-ce pas, Kabila et Tshisekedi sur sa venue au pouvoir. Malheureusement, lorsque Tshisekedi est venu au pouvoir, il ne l'a pas respecté. La tribune de Kabila en dit long. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la revanche, je dirais, peut-être de M. Kabila
Et donc, je pense que tant que ce problème n'aura pas trouvé de solution, ce groupe qui est chapeauté, n'est-ce pas, même par Corneille Nangaa, un proche de, comme on appelle, de M. Kabila, va prospérer. Et je pense que le fond, n'est-ce pas, de ce problème, à mon avis, c'est vraiment des revendications, je dirais, d'ordre compensatoire, etc., etc. On va passer maintenant au deuxième sujet. Nous évoquons cette tournée du président ghanéen, le nouveau président John Dramani Mahama, dans les pays de l'Alliance des États du Sahel. Une tournée de bon voisinage du nouveau président ghanéen qui a effectué tour à tour une visite au Mali, au Niger et au Burkina. Ces trois pays, vous le savez, depuis plus d'1 an maintenant, se regroupent sous la bannière de l'Alliance des États du Sahel. Ils ont définitivement claqué les portes de la CEDEAO le 29 janvier dernier. Et cette visite était bien sûr pour nouer de nouveaux liens avec ces pays-là. Et le président ghanéen a essayé de convaincre ses homologues de ces trois pays pour un retour au sein de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais plus loin, Zana Sadio, beaucoup estiment que, au-delà des discours officiels, les raisons même de cette visite pour le Ghana ont des enjeux plutôt économiques. Tout à fait, c'est des enjeux économiques au-delà de l'aspect qui a été avancé par le nouveau président ghanéen lorsqu'il était, comment dit-on, en Côte d'Ivoire. En réalité, c'est plus des intérêts stratégiques pour le Ghana et aussi pour le Burkina Faso, puisque vous verrez qu'en réalité, un accord a été signé pour la construction d'un gazoduc liant le Ghana au Burkina Faso qui permet de se passer du transit de l'essence par la Côte d'Ivoire. Ensuite, vous avez la négociation, n'est-ce pas, de la fourniture de l'électricité du Ghana au Burkina Faso, et ce qui permet de ne plus dépendre, n'est-ce pas, de la fourniture venant de la Côte d'Ivoire. Et vous avez la négociation d'un vol quotidien reliant Accra et Ouagadougou. Et enfin, vous avez la négociation d'un accord sur, n'est-ce pas, la lutte contre ces groupes armés terroristes. Et donc, en réalité, vous verrez que ce sont vraiment des enjeux économiques. Ce sont des contrats que le président ghanéen, il est allé négocier avec les autorités burkinabè. Et donc, je pense que lorsqu'un État ou bien un président est élu, c'est normal qu'il défende, n'est-ce pas, les intérêts de son pays d'abord. Vous savez, le Ghana, Nana Akufo-Addo, il a laissé un pays vraiment très économiquement exsangue. Exactement. Donc aujourd'hui, le président John Dramani, il est en train de vouloir signer des contrats dans l'intérêt pour, n'est-ce pas, faire rentrer du cash et pour relancer la machine économique du pays. Et donc, au-delà de ce qui a été annoncé, disant qu'il est en mission pour la CEDEAO, pour essayer de convaincre les pays de l'AES, non, je ne pense pas que c'est là vraiment sa mission principale. Le monsieur, il est allé défendre les intérêts économiques de son pays. Parce qu'il y a quelque chose qu'on oublie. Lorsque ces trois pays ont quitté la CEDEAO, c'est beaucoup plus compliqué pour le Ghana, par exemple, les pays anglophones, qui directement n'ont plus ce marché de libre-échange. Parce que ce marché n'existait que dans la CEDEAO. Les autres pays de l'UEMOA continuent d'avoir ce marché, puisque les trois pays sont membres de l'UEMOA. Donc, le Ghana aussi, j'ai envie de dire, sa survie économique qui se joue avec ces pays de l'Interland. Oui, exactement. Et puis, le président Mahama avait déjà, lorsqu'il était dans l'opposition, marqué son désaccord par rapport aux propos tenus par son prédécesseur sur la question des États de l'Alliance du Sahel. Il s'était à l'époque opposé à l'intervention militaire de la CEDEAO et avait plutôt prôné un dialogue pour ramener ces pays-là autour de la grande table, en fait. Maintenant, comme vous venez de le dire, le pays comme le Togo, le Bénin, on est toujours membre de l'UEMOA ensemble. Donc, du coup, il y a toujours un marché commun qu'on partage. Mais les pays comme la Gambie, que ce soit le Ghana ou le Nigeria, n'ont plus de marché commun avec les pays de l'AES. Il faudrait donc que ces pays-là négocient maintenant, au cas par cas, les accords de coopération économique, politique et militaire qui les lient à ces pays-là. Et cela
est tout à fait normal que John Mahama décide donc de voyager à travers ces trois pays-là pour nouer des partenariats économiques, pour pouvoir remettre le Ghana au devant du partenariat économique avec ces pays-là. Vous savez, par exemple, lorsqu'on parle du cas du Niger, par exemple, le port de Lomé a beaucoup bénéficié du blocage imposé par la CEDEAO. Mais à Tema aussi, ils ont un port. Donc le président Mahama veut aussi remettre le port de Tema, qui a récemment connu des travaux d'extension assez remarquables, à la page pour leur dire, faites aussi passer par notre port vos marchandises. C'est vrai qu'il y a toujours la barrière linguistique, mais je pense que cette visite-là marque une volonté d'effort pour pouvoir briser ces barrières-là, pour que le Ghana redevienne un partenaire économique de premier choix avec ces pays. Maintenant, quoi qu'on dise, la question de l'AE, la question d'un retour dans la CEDEAO a été quand même abordée. Et il n'y a pas eu grand-chose qui a été dit à cet effet-là. Mais lorsqu'on prend par exemple la visite au niveau de Bamako, le président Mahama a dit qu'un trait d'entente est toujours possible, alors que le président Goïtana ne s'est pas exprimé sur la question. Et lorsqu'on va à Niamey, on trouve un même son de cloche. Je pense que cette démarche, le président Mahama a dit après, sur son compte Twitter, actuellement X, que l'AES est une réalité dont la CEDEAO doit tenir compte. Oui. Ce qui veut dire que ces pays-là ne vont pas abandonner l'idée de l'AES et revenir dans la CEDEAO, ce n'est plus possible. Mais qui pourrait toujours rester membre de l'AES et toujours revenir dans la CEDEAO. Et ce qui n'est pas assez étrange, parce que même dans l'espace communautaire ouest-africain, la CEDEAO, on a plusieurs entités. On a le Conseil de l'Entente, exactement, plusieurs autres entités qui sont quand même fondues dans la CEDEAO à un niveau ou à un autre. Donc, les prochains mois, les prochains jours nous diront quelles ont été les discussions ou les éléments de discussion qui ont été menés à ce sujet-là et comment vont réagir les pays de l'AES qui, de toute façon, continuent par être membres de l'espace ouest-africain et n'ont pas aussi intérêt à couper complètement le pont avec les pays de la CEDEAO. Avant d'aller dans les trois pays dont nous parlons, le président Dramani, vous le savez, il avait rencontré aussi, il avait eu des échanges avec le président ivoirien. Et là, il a eu cette phrase, il dit, en parlant au pays de la CEDEAO, il vaut mieux être à 15 qu'à 3. Mais lorsqu'il était avec les pays de l'AES, il dit, j'appelle la CEDEAO à reconnaître l'AES. Est-ce que c'est un double langage ou c'est de la réelle économique? Non, je crois qu'il faut adapter son discours en fonction de son interlocuteur. Et il a d'ailleurs aussi dit, lorsqu'il était à Abidjan, qu'ils ont plus à gagner avec nous que sans nous. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, que le discours est modifié selon les intérêts ou bien les enjeux qui sont d'actualité et en face de lui. Et c'est normal. C'est normal que lorsque vous allez en négociateur pour défendre les intérêts de votre pays d'abord, vous ne braquez pas vos interlocuteurs, vous allez dans leur sens, quitte, n'est-ce pas, à trouver un terrain d'entente. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, l'AES fait son bout de chemin. Je pense que le divorce politique, il est déjà consommé. Mais par contre, il y a déjà, comme vous l'avez dit, le marché financier qui existe. Et ces pays n'ont pas quitté l'UEMOA. Ils sont toujours membres. Donc, il y a toujours ces ponts-là qui restent. Et donc, forcément, lorsque vous avez des échanges entre pays de la CEDEAO et ces anciens pays de la CEDEAO qui se regroupent désormais au sein de l'AES, vous avez des populations, vous avez des biens qui transitent de part et d'autre les frontières. Forcément, ces liens existent. Quitte, n'est-ce pas, puisque la charte de l'AES le permet, quitte à chaque pays d'aller nouer des accords de coopération dans tel domaine pour, n'est-ce pas, qu'il n'y ait pas de restrictions sur les acquis que sont la circulation des biens et des personnes que garantissait l'espace CEDEAO. Mais dans les faits, il faut maintenant, puisque nous l'avons dit, la CEDEAO c'était 15, 3 sont partis. Alors ces 3 qui sont partis sont membres de l'UEMOA. L'UEMOA c'est 8. Alors donc il reste logiquement 7 pays. C'est eux qui sont les perdants et eux, ils doivent maintenant faire des discussions au cas par cas. Oui, surtout les pays qui partagent une frontière avec ces pays de la CEDEAO sont obligés maintenant de négocier les accords commerciaux et économiques au cas par cas. Les tarifs douaniers, tout ça doit être
passer au pain au cas par cas pour pouvoir continuer par commercer. C'est vrai qu'il y a des pays qui ne seront pas aussi atteints. Quand on parle par exemple de la Gambie ne partage aucune frontière avec les pays de l'AES, comme par exemple le Libéria, pareil, la Guinée-Bissau, pareil. Ces pays n'ont pas un intérêt réel à se bouger, sauf peut-être pour négocier le sort de leurs ressortissants dans ces pays et vice-versa. Mais à part ça, tous les pays comme le Nigeria doivent négocier des accords de partenariat. Et je pense que le cas du Nigeria est assez intéressant parce que c'est aussi un pays qui est le premier partenaire économique du Niger. Oui. Le fait même qu'il n'est plus facile de transporter facilement des marchandises à compte-bande d'un pays à l'autre fait qu'actuellement à Niamey, le carburant manque parce que la moitié de la consommation du carburant nigérien venait du Nigeria voisin par des voies de compte-bande justement. Et actuellement que la situation n'est plus aussi grosse qu'avant, la population en paie le prix. Donc, c'est tout à fait normal que ces pays-là puissent aller négocier au cas par cas un accord de coopération économique, et monétaire et militaire et politique avec les pays de l'actuelle AES. Maintenant, j'aimerais revenir sur quelque chose qu'a dit le président Mahama, c'est qu'il vaut mieux être 15 que 3. Et vous savez, la CEDEAO, en tant que bloc politique, c'est la 21e puissance mondiale. Mais quand on prend par exemple le Togo, on est dans les 180 et quelques pays les plus pauvres du monde. Donc, le fait qu'on se identifie à la CEDEAO dans l'imaginaire de la communauté internationale a plus de valeur qu'on s'identifie en tant que Togolais, Béninois ou en tant que Malien. Donc, c'est vrai que la CEDEAO a des égarements, la CEDEAO a des tares, mais elle doit plutôt se reformer, se refonder, parce qu'il vaut mieux être 15. À 15, on pèse plus beaucoup qu'en étant 3 ou 2. Est-ce que la CEDEAO elle-même aujourd'hui face à tout cela ne doit pas se résoudre à entamer des discussions avec l'AES pour des accords de vivre ensemble? Non, je crois que du côté de la CEDEAO, cette ouverture a toujours été affichée et il y a toujours des initiatives qui sont menées. Et la preuve, lorsque le président ivoirien en parle, c'est qu'il y a toujours cette volonté. La porte n'est pas fermée du côté de la CEDEAO, c'est plutôt ces pays membres de l'AES qui ont quitté. Et vous verrez que la CEDEAO n'a de cesse d'envoyer des émissaires, d'essayer de dire à tel, etc. etc. Donc, je ne pense pas que la CEDEAO ait épuisé les voies de recours en termes de négociation pour trouver des issues. Mais je crois que c'est plutôt ces pays qui ont décidé de prendre leur destinée en main pour les raisons que nous connaissons tous. Mais le fait est qu'un retour des États de l'AES dans la CEDEAO est définitivement exclu. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Bon, l'histoire des regroupements a montré quand même qu'il y avait des groupements qui se sont même disloqués, qui sont revenus ensemble. L'exemple que je donne souvent, c'est le cas de la communauté est-africaine, qui à l'époque, il y avait Nyerere qui voulait qu'ils aillent avec les Chinois et les Russes, Kenyatta qui voulait qu'ils aillent avec les Américains. Finalement, il y avait des problèmes de qui cotisaient plus, et il y a eu un clash et puis tout le monde est parti de son côté. Actuellement, ils sont revenus ensemble et ils ont même dépassé la CEDEAO en termes d'indice d'intégration. Donc, c'est l'histoire des communautés régionales a souvent été faite de séparation et de retrouvailles. Donc, que ces pays-là retournent dans la CEDEAO, possible, ça ne sera pas peut-être pour demain ou après-demain, mais je pense que dans la marche de l'histoire, ils reviendront finalement à la table, mais tout en étant toujours des pays de l'AES. Parce que l'AES est tout aussi une réalité géographique, économique et politique que la CEDEAO. Surtout sécuritaire. Surtout sécuritaire que la CEDEAO. Et parce que depuis, tous ceux qui s'y sont heurtés, en tout cas tous ceux qui ont voulu jusqu'à présent les ramener à la raison, je pense aux Sénégalais, je pense aux Togolais, et maintenant Ghanéens, ça ne marche pas. Non, moi je ne pense pas qu'il s'agit de les ramener à la raison, puisque eux aussi ils ont leurs raisons qui leur sont propres. Et donc, moi, je pense que déjà, même cette spécificité sécuritaire fait qu'ils risquent d'être ensemble pendant un bon bout de temps. Parce que la situation des groupes armés terroristes, où il est nécessaire aujourd'hui de mutualiser des moyens logistiques pour faire face, et ces groupes qui préfèrent ou bien ont trouvé leur terrain de prédilection dans les zones transfrontalières ou qui échappent un peu
n'est-ce pas, à la surveillance des États pour mener leurs activités de contrebande, pour avoir des moyens subsistants. Donc, il y a vraiment besoin de cette coopération transfrontalière. Et aujourd'hui, par des échos que nous avons venant de la part de pays et de pays qui ne sont pas en bonne odeur de sainteté avec ces pays, ils déplorent aujourd'hui le manque de cette coopération-là pour lutter efficacement contre les menaces terroristes. Et vous savez que c'est vraiment déplorable lorsqu'on en arrive à ne pas partager ces informations lorsque un groupe terroriste est en mouvement pour aller attaquer un pays étranger juste parce qu'il y a cette bruit diplomatique-là. Donc, c'est vraiment déplorable qu'on en soit arrivé là-bas. Donc, moi, je pense sincèrement que sur ce plan, la CEDEAO et aussi bien les pays de l'AES, ils doivent faire cet effort-là pour tenir compte, n'est-ce pas, des citoyens. Des citoyens, parce qu'en réalité, qui sont les premières victimes? Ce sont les populations qui en paient le prix fort. C'est vrai, vous aurez beau avoir des divergences avec les autorités qui incarnent le pouvoir aujourd'hui dans un pays. Mais demain, ces autorités peuvent changer, le pouvoir peut changer de couleur, de direction. Et donc, moi, je pense qu'au nom de l'intérêt suprême que sont la sécurité et la vie des paisibles citoyens, il faudrait que des accords sécuritaires, militaires soient, n'est-ce pas, négociés entre tous ces pays de l'Afrique de l'Ouest pour faire vraiment front contre la menace terroriste. Au niveau de l'Alliance des États du Sahel aussi, on ne peut pas non plus faire comme si tout est gagné. On a intérêt à discuter avec ses voisins. Oui, parce que d'abord sur le plan sécuritaire, la dynamique terroriste, elle est assez complexe. Les groupes terroristes aussi cherchent à avoir des armes, cherchent à avoir des équipements, cherchent à avoir des matériels et utilisent des réseaux de contrebande qui vont jusque dans les pays côtiers. Ils ne s'approvisionnent pas en moto, par exemple, depuis l'Algérie. Non, ces motos-là quittent nos ports ici et on ne sait pas trop comment, finissent par rentrer en possession de ces terroristes-là qui les utilisent maintenant pour aller attaquer les paisibles populations qui sont dans leur village. Donc, ces pays-là n'ont pas intérêt à s'ostraciser. Ils ont intérêt à mutualiser leurs forces, à défendre leur territoire. Ils sont unis par l'histoire, par des réalités sociologiques assez proches. Je dis souvent que l'actuel espace de l'AES, c'est un peu l'ancien espace des empires comme l'empire Bambara, l'empire Songhai. C'est le même espace géographique à peu près. Donc, c'est des gens qui étaient ensemble avant même que la balkanisation du continent ne vienne et qui sont assez unis par l'histoire et par le passé. Donc, mais ils ne peuvent pas aussi se fermer aux pays côtiers. Par exemple, le Nigeria n'a aucune chance de vraiment lutter contre le terrorisme s'il ne collabore pas avec le Nigeria. Exactement. Ces deux pays sont unis par un destin commun. La population Yaoussa est aussi nombreuse au Niger qu'au Nigeria. Donc, ils ne peuvent pas s'ostraciser. Et peut-être qu'ils ne reviendront pas directement actuellement là à la CEDEAO, mais dans un avenir proche, lorsque les gouvernements vont changer, lorsque la question sécuritaire sera finalement résolue, je pense qu'un retour à la table se fera, mais pas sur les cadavres de l'AES. L'AES continuera par résister. Mais on ne les voit pas, eux, faire le mouvement inverse, c'est-à-dire venir ici, à part une mission qui a été dépêchée il y a quelques semaines, c'était plus dans les pays de l'UEMOA, pour les signifier que nous restons membres, mais on ne les voit pas revenir vers la CEDEAO pour aussi discuter des conditions futures de la collaboration. Non, en réalité, la charte de l'AES permet de négocier des accords bilatéraux avec les pays intéressés. Et donc, je pense que c'est ce que le président ghanéen fait bien. Donc, une fois que les intérêts, comment on appelle, sont exprimés et que ça trouve bon écho auprès de ces pays, bon, ils vont discuter. Mais je pense que si le mouvement ne vient pas, bien l'initiative ne vient pas surtout de leur côté, mais c'est parce qu'ils ont appris. Et ils ont appris les leçons, n'est-ce pas, des initiatives, en guillemets, qu'on pourrait qualifier de belliqueuses venant de la CEDEAO. Donc, ce sont des peuples qui ont appris à prendre leur destin en main. À un moment donné,
où on leur a coupé beaucoup de choses, où on a essayé d'assécher le robinet financier, où on a essayé, ou bien on a asséché le système bancaire, etc. etc. Donc, ils n'ont vraiment pas beaucoup de choses à espérer disons, d'un certain regroupement, d'une certaine communauté qui a voulu faire imploser leur pays. Donc, c'est un peu leur logique. Ils sont peut-être prudents, ils se disent, bon, on attend, mais on a vu le pire, on a vécu le pire, on est passé par là, ben, qu'est-ce qu'on n'a pas vu de pire? Donc, je pense que ça pourrait justifier leur attitude. L'autre hic aussi pour l'AES, c'est que elle est en quête de reconnaissance. Pour le moment, en tant qu'organisation, elle n'est pas véritablement reconnue. Oui, bon, c'est une zone organisation. Je pense qu'il va faire son bout de chemin, qui finira aussi par être reconnu au niveau international et au niveau de la communauté internationale. C'est vrai pour le moment, elle continue par... c'est nouveau, en fait, c'est nouveau. Donc, pour le moment, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas vraiment reconnue. Elle fait son bout de chemin. Elle va sûrement surmonter ses défis et pouvoir se faire une place dans le concert des communautés au niveau international. Mais pourquoi ils ne font pas le mouvement inverse? Je pense que la volonté de ces pays de sortir de la CEDEAO a été assez tranchée. Ils se sont dit qu'on a une CEDEAO qui ne nous a pas aidés face aux djihadistes, mais qui est prêt à déployer une force pour réinstaller un président déchu. Ça a été un choc. Et en plus de ça, beaucoup d'agissements ont laissé comprendre que la CEDEAO était un peu au service de certaines puissances occidentales, notamment les États-Unis ou la France. Maintenant, pourquoi la CEDEAO s'est retrouvée au service de ces puissances-là? C'est parce que la plupart des pays ne cotisaient pas. Et que ce sont les pays comme la France, l'Allemagne et les États-Unis qui finançaient les caisses de la CEDEAO. Et quand on met la main dans la poche de quelqu'un, on va là où la personne va. Ce qui est, c'est que même les pays comme le Mali, le Niger et le Burkina qui se sont plaints que la CEDEAO est sous contrôle occidental ne cotisaient pas non plus. Donc, maintenant qu'ils ont leur propre communauté, il faudrait qu'ils puissent remplir les caisses, faire fonctionner par une mobilisation interne des ressources les institutions de cette organisation pour qu'elle ne retombe pas aussi sous influence étrangère. Parce que l'organisation, de toute façon, il faut que ça fonctionne. Et lorsque vous n'arrivez pas à faire fonctionner ça, quand quelqu'un vous dit, prenez 100 francs, prenez 200, et que vous les prenez, tout le temps la personne viendra vous dire, faites ci, faites ça, faites ci, sinon je coupe les robinets. Donc c'est une aventure dans laquelle les pays viennent de s'engager. Nous ne pouvons que leur souhaiter bon vent, parce qu'ils incarnent quand même un idéal de souveraineté auquel beaucoup de pays africains adhèrent pour le moment. Maintenant, comme je l'ai dit, on est unis par un espace géographique commun et je pense que lorsque la question sécuritaire sera finalement résolue, un retour dans la CEDEAO n'est pas exclu. D'accord. Messieurs, on va marquer la pause pour regarder ensemble le journal et on revient derrière pour la deuxième partie.